messieurs, bonsoir. Nous allons aujourd'hui, ce soir, aborder le thème du Brexit. Et pour parler de ce thème très important et très intéressant, nous avons avec nous Olivier Lancelot, qui est maître en relations internationales. Il est spécialisé dans les affaires centre-ouest européennes et post-soviétiques. Il est aussi stagiaire à l'Association pour les Nations Unies. Il est en même temps auteur pour les clés de l'Est, auteur de la politique étrangère de l'Afrique du Sud envers l'Afrique australe, entre intégration et domination. Voilà. Donc, maître Lancelot, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer notre débat autour de la question du Brexit, une simple clarification par rapport à votre titre, maître en relations internationales. Ça veut dire quoi? D'accord. Maître en relations internationales, c'est un étudiant qui a fait tout le cursus en relations internationales dans une université et qui, au terme, reçoit son diplôme qui est le master en relations internationales. Du coup, un peu comme en droit, une fois que tu as le master en droit, tu deviens maître en relations internationales. Ah d'accord, d'accord, ok. Donc la question suivante, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Brexit et dans quel contexte s'inscrit-il? Donc pour commencer, je vais introduire par le contexte. Oui. Le contexte, c'est qu'actuellement, dans l'Union européenne, il y a des dérives au niveau du repli sur soi. Donc, au niveau du repli sur soi, concrètement, il y a les mesures sécuritaires au niveau de la lutte antiterroriste. Oui. Il y a la montée de l'extrême droite, par exemple en France ou en Autriche, ce sont les cas les plus révélateurs. Et il y a aussi les dérives autoritaires dans des régimes comme la Hongrie et la Pologne. Oui. Ou, exemple, en Pologne, il y a des atteintes à la liberté de la presse, d'expression, etc. Et pour la Hongrie, on connaît tous la politique de Orban par rapport aux immigrés. Oui. Maintenant, pour le Brexit, qui est le cas le plus révélateur de cette tendance de repli sur soi dans l'Union européenne, ça consiste en fait dans le processus de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Oui. Donc, le Brexit, maintenant, ça date pas d'hier, ça a commencé en janvier 2013, quand, à l'époque, le futur Premier ministre David Cameron avait promis de tenir un référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Donc ça datait déjà de 2013. En tout cas, au niveau des promesses. Des promesses, oui. Et alors, c'était... politique. Voilà, une promesse clairement politique, électorale, je dirais même. Oui. Et alors, la seule condition, c'était la victoire des conservateurs aux législatives de 2015. Ce qui s'est passé le 7 mai 2015, en fait. Les conservateurs remportent même brillamment les élections. Ils ont la majorité absolue des sièges, 330 sièges sur 650. Donc, ils ont la majorité et ils l'ont seuls. Ils n'ont pas besoin de faire de coalition gouvernementale. Ainsi, ils respectent leurs promesses et ils tiennent le référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 23 juin 2016, avec les résultats malheureusement que l'on connaît. 51,9% des Britanniques se sont exprimés pour la sortie. Courte majorité, mais majorité quand même. Maintenant, ce résultat, il cache plusieurs réalités qui sont... Parce que les entités constitutives du Royaume-Uni n'ont pas voté unanimement pour le Brexit. Donc, quand je parle de régions constitutives, il s'agit en fait de régions autonomes au sein du Royaume-Uni. Exemple, il y a l'Angleterre, évidemment, l'Écosse, les Pays de Galles pour l'île de Grande-Bretagne, et il y a aussi l'Irlande du Nord pour l'île irlandaise, mais il y a aussi, dans le cadre du référendum, un territoire autonome qui a participé, qui est Gibraltar. Oui, tout à fait. Alors, dans ces entités constitutives, il y a des différences. Exemple chiffré, l'Angleterre vote pour 53,4% en faveur du leave, quitter, de la sortie en français. Les Pays de Galles, 52,5%. L'Écosse, seulement 38%, face à 62% qui étaient pour le stay, donc rester, le maintien. Et l'Irlande du Nord qui était à 58,8% pour le stay, le maintien. À côté de ça, Gibraltar a voté à 95,9% pour le maintien dans l'Union européenne. Mais là, il y a un contexte particulier qui est son isolement géographique enclavé en Méditerranée par l'Espagne, en fait. Ok.
Ok. Et pourquoi dit-on que le Royaume-Uni est davantage tourné vers les affaires outre-Atlantiques que vers les affaires continentales européennes? Donc ici, il faut bien garder à l'esprit que la Grande-Bretagne, et donc par extension le Royaume-Uni, est une île. Une île qui, justement par sa situation géographique, a eu la nécessité au cours de son histoire de se projeter au-delà des mers, que ce soit pour le commerce ou pour ses intérêts géopolitiques. Les seules fois où il intervenait en Europe dans le cours de l'histoire, c'était pour maintenir ce qu'on appelait l'équilibre des forces, notamment la France, la Prusse puis l'Allemagne à l'époque, la Russie. C'est vraiment pour maintenir l'équilibre entre les grandes puissances, ce que l'on a vu notamment pendant la Première Guerre mondiale, où l'Allemagne ayant envahi la Belgique, la Grande-Bretagne est intervenue à son tour. Vous voulez dire que la Grande-Bretagne n'a jamais été en Europe, malgré qu'il était en Europe, c'est ça? Oui, en fait, elle s'impliquait dans les affaires européennes. Oui. Seulement, oui. En fait, dans le cours de son histoire, donc ici on est avant l'adhésion. Oui. Dans le cours de son histoire, elle s'impliquait dans les affaires européennes seulement pour maintenir l'équilibre des forces entre les puissances, qui répondaient en fait à ses intérêts commerciaux. Si les États continuent à s'armer mais ne s'en font pas à la guerre, bah, ça fait plus d'exportations pour le Royaume-Uni. Qui du coup s'enrichit. Donc c'est par intérêt économique quelque part. Voilà, clairement, c'est par intérêt économique commercial. Maintenant, évidemment, ces intérêts économiques, commerciaux, maritimes ont engendré sa course pour acquérir un domaine colonial qui s'avère le plus vaste que le monde ait jamais connu à l'époque, ce que l'on appelle l'Empire britannique. Oui, oui. Donc après, au fur et à mesure de la décolonisation, l'Empire britannique a été remplacé par le Commonwealth. Et le Commonwealth est, avec l'Alliance américaine, resté un des piliers de la géopolitique et de la politique extérieure britannique au niveau des affaires internationales. Vous parlez de Commonwealth. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Vous annoncez que le Commonwealth est un des piliers de la politique étrangère britannique. Mais qu'est-ce que le Commonwealth? Et comment est-on passé de l'Empire britannique, justement, au Commonwealth actuel? Donc le Commonwealth est une organisation internationale, donc qui regroupe différents États, et elle est de type intergouvernemental. Donc c'est les gouvernements qui négocient entre eux, et c'est une organisation où les gouvernements, en gros, discutent directement, ou par le biais de représentants, ou entre gouvernements directement. Donc là, pour donner une image, on pourrait donner l'exemple opposé, qui est plutôt l'Union européenne, où c'est plutôt supranational, communautaire, comme approche. Donc le Commonwealth, c'est une organisation internationale de type intergouvernemental qui réunit grosso modo les anciens territoires issus de l'Empire britannique, à deux exceptions près pour l'instant, le Mozambique qui est issu de l'Empire colonial portugais, le Rwanda qui est issu du domaine colonial allemand puis belge, avec les histoires de la Première Guerre mondiale. Maintenant, son objectif est de maintenir et même de promouvoir les relations privilégiées que les membres ont entre eux, les membres étant unis dans un principe moral d'allégeance à la couronne britannique, qui est d'ailleurs la reine actuelle du Royaume-Uni, Elisabeth II, étant d'ailleurs la chef du Commonwealth. Donc c'est la condition. Voilà. Le Commonwealth la condition. La condition d'adhérer à la couronne, ça veut dire de... Oui, donc il faut reconnaître l'autorité morale, pas politique, morale... Du royaume. De la couronne, pas du royaume. Ah, ok. Seulement de la couronne, de la personne, de la famille royale. De la personne des rois. Voilà, ou de la reine dans ce cas-ci. Oui. Maintenant, l'organisation Commonwealth, telle qu'elle est actuellement, est apparue en 1949. Et comme vous l'avez précisé vous-même, elle est issue, enfin, elle a succédé à l'Empire britannique. Oui. Donc ici, il faut remonter un peu dans le temps. En 1867, le processus de transition entre l'Empire britannique, puisqu'on a appelé le Commonwealth britannique, donc Commonwealth, on pourrait le traduire par communauté britannique en somme, le Commonwealth britannique. Donc ça a commencé en 1867, lorsque le Canada a obtenu le statut de dominion. Donc, qu'est-ce qu'un dominion? Un dominion est un État autonome, par la suite qui deviendra même souverain,
mais en restant dans le cadre de l'Empire britannique, puis du Commonwealth britannique. Et il conserve certains liens, notamment constitutionnels, le Parlement britannique continuant à approuver ou non les modifications constitutionnelles du Canada, et il partage le même monarque que le Royaume-Uni. Donc la reine actuellement du Royaume-Uni est également reine du Canada, ainsi que des régions fédérées du Canada. Donc la reine du Royaume-Uni est reine du Canada, reine de Nouvelle-Écosse, reine du Québec, etc. Et c'est pareil pour tous les anciens dominions qui sont devenus par la suite les royaumes du Commonwealth. Mais j'y reviendrai un peu par la suite. Donc, un autre critère pour devenir un dominion, c'était ce que l'on appelait à l'époque un gouvernement responsable, qui évidemment dans les critères de l'époque signifiait avoir un gouvernement composé de blancs, d'Européens. Ah, okay. Donc c'est pour ça qu'il y a eu notamment l'Afrique du Sud par la suite. Pourquoi spécialement de blanc? Je ne vais pas rappeler le contexte racial de l'époque avec l'esprit colonialiste. Un petit aperçu pour un petit peu mettre... C'était clairement encore l'idée où le blanc devait civiliser l'homme noir, pour rappel. Donc, pour l'état d'esprit, le voilà. Donc, il fallait un gouvernement composé de blancs. Et j'y reviendrai un peu par la suite, mais ça explique pourquoi, en fait, il y a eu des dominions sud-africains qui ont engendré par la suite l'apartheid, notamment. Ça rentre un peu dans ce cadre-là. Donc, le Canada est devenu un dominion en 1867. On retient généralement la date de proclamation de dominion comme date d'indépendance, bien qu'il reste membre de l'Empire britannique. Donc maintenant, au fur et à mesure des conférences impériales, donc les conférences impériales, c'est des conférences qui regroupent tous les gouvernements des dominions. Entre eux, ils discutent pour avoir, dans ce cas ici, plus d'autonomie, plus de souveraineté, tout en restant dans le cadre de l'Empire britannique. Donc, ici, il faut mentionner que jusqu'en 1947, il y a, en fonction des périodes, entre 5 et 6 dominions. Or, outre le Canada depuis 1867, il y a aussi l'Australie depuis 1901, il y a la Nouvelle-Zélande depuis 1907, Terre-Neuve, alors Terre-Neuve c'est une petite exception, c'est seulement depuis 1907 à 1934 où elle est redevenue un territoire sous administration directe des Britanniques, avant de réintégrer le Canada. Donc il y a eu Terre-Neuve, il y a eu l'Afrique du Sud depuis 1910 et l'Irlande de 1922 à 1949, date où a été proclamée la République irlandaise. Je reviendrai dessus un peu plus loin, mais à l'époque, le statut de dominion est un critère d'adhésion automatique ou de rejet automatique de l'Empire britannique et par extension du Commonwealth britannique à l'époque. Donc, pour refléter ces évolutions avec les dominions britanniques qui obtiennent de plus en plus de souveraineté, d'autonomie, l'Empire britannique est devenu, à partir de 1921, le Commonwealth britannique. C'est à partir de 1921, à l'occasion du traité anglo-irlandais avec l'indépendance de l'Irlande à l'époque, que le Commonwealth britannique est institué. Donc, toujours dans cette continuité de souveraineté et d'autonomie accrue, en 1926, il y a eu la déclaration de Balfour. Tout à fait, oui. Qui stipulait l'égalité de droit et la liberté des dominions, tout en restant au sein de l'Empire britannique. C'est ce qui a été discuté lors de la déclaration de Balfour est confirmé lors de la ratification des statuts de Westminster de 1931. À ce moment-là, c'est officiel, les dominions sont des États indépendants, enfin quasi indépendants, pour être plus exact, vu les liens qui les unissent encore à la métropole, mais en restant au sein du Commonwealth britannique. Donc, par la suite, en 1939, continuant cette logique, avant, le Royaume-Uni contrôlait le commerce des dominions. Maintenant, plus du coup. En 1939, les accords d'Ottawa mettent en place ce qu'on appelle le principe de préférence impériale. Concrètement, c'est une zone de libre-échange qui réunit le Royaume-Uni, ses colonies et ses dominions. Donc, par la suite, on est maintenant en 1945, on approche de l'apparition du Commonwealth actuel. Le Royaume-Uni
bien qu'elle n'en ait pas encore conscience à l'époque, n'est plus une grande puissance. Elle a été affaiblie par la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas que je rappelle le Blitz, le bombardement de Londres et des grandes villes par la Luftwaffe notamment. Ce qui avait ravagé le pays au niveau industriel, des infrastructures routières, la mobilité était à néant. Du coup, le Royaume-Uni est affaibli. Du coup, plus grande délégation de souveraineté aux dominions, parce qu'elle n'est plus capable de gérer un si grand territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 1947, ce qu'on appelle le Raj, ou Raj, je ne parle pas un hindi malheureusement, britannique, donc le Raj britannique, c'est l'Empire britannique des Indes, éclate. En 1947, donnant naissance à l'Inde, au Pakistan et un an plus tard au Ceylan. La Birmanie devient indépendante à la même occasion. Donc, dans le cas de l'Inde et du Pakistan, dès leur indépendance, ils acquièrent le statut de dominion. Ce sont les premiers dominions qui ne soient pas blancs au sein du Commonwealth britannique. Alors, le contexte de décolonisation progressant, on ne pouvait plus parler de Commonwealth britannique vu son changement de nature. Maintenant, il n'y a plus les populations européennes d'origine britannique, il y a aussi les Indiens et les Pakistanais. Du coup, c'est là qu'en 1949, lors de la déclaration de Londres, on officialise l'indépendance de ces États en retirant l'adjectif britannique à Commonwealth. Le Commonwealth actuel est né. Maintenant, évidemment, vu que jusque-là, le seul critère d'adhésion à cette organisation, c'était le statut de dominion. Donc, pour simplifier, c'est le fait qu'il y ait encore le souverain britannique en tant que monarque de ces pays, des dominions. Mais, en 1949, l'Irlande devient une république. Elle sort du Commonwealth britannique, qui est devenu, la même année, le Commonwealth. L'année suivante, 1950, l'Inde devient une république. C'est un pays un peu plus important que l'Irlande, et les Britanniques voudraient la maintenir au sein du Commonwealth. Du coup, ils ouvrent les conditions d'adhésion aux autres régimes que le statut de dominion. Désormais, un pays qui deviendrait une république devrait renégocier son adhésion. Elle n'est plus automatique, mais elle peut être aisément reconduite indéfiniment. Et dans ce cadre-là, l'Inde reste membre du Commonwealth, malgré la proclamation de la République. Mais du coup, le statut de dominion n'a plus de raison d'être, vu que c'était le seul critère au départ pour adhérer au Commonwealth. Adhérer, tout à fait, oui. Du coup, le statut de dominion est abrogé en 1953, laissant la place à ce que l'on nommera les royaumes du Commonwealth. C'est un statut de facto, c'est pas une dénomination officielle, c'est un terme officieux qui est utilisé même parfois dans les documents officiels. Et quel rôle joue le Commonwealth justement dans la vie politique britannique? Donc, le rôle du Commonwealth dans la vie politique britannique s'exprime de trois manières principalement. Il y en a plus, mais principalement je vais retenir que trois points. Déjà, les royaumes du Commonwealth, de par la souveraineté, enfin l'acquisition progressive de souveraineté, ils ne sont pas venus indépendants du jour au lendemain comme l'Inde ou le Pakistan. Donc les anciens dominions blancs ne sont devenus totalement indépendants que très tardivement. C'était vers 1985 seulement qu'exemple le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont pu rapatrier leur constitution de Londres, où le Parlement britannique pouvait encore exprimer son approbation ou sa désapprobation, qui avait valeur de loi, sur les changements constitutionnels de ces pays que je viens de mentionner. Mais du coup, ça a engendré certaines situations un peu cocasses. Exemple, en 1962, on est en plein dans la première tentative des Britanniques d'intégrer ce qu'on appelait à l'époque les communautés européennes. Donc les communautés européennes, c'est la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier, c'est l'Euratom, donc c'est le volet plus nucléaire des communautés européennes, et la CE, la communauté économique européenne, qui furent fusionnées après au sein de l'Union européenne, mais ça, ce n'est pas la question ici. Donc,
à l'époque, 1962, le Canada et la Nouvelle-Zélande, excusez-moi, se prononcent contre l'adhésion britannique, alors qu'ils sont indépendants. Enfin, pas totalement, mais indépendants. Ça montre bien les liens politiques, culturels, même constitutionnels encore à cette époque-là, entre ces pays. Ils avaient leur mot à dire sur les décisions britanniques. Et un autre exemple, toujours dans ces liens entre les royaumes du Commonwealth et la vie politique britannique, c'est en 1977. C'est seulement à cette date-là que le Parlement néo-zélandais vote une loi instaurant la citoyenneté néo-zélandaise. Avant, on parlait de sujet britannique. Pas de citoyen britannique, c'est une petite subtilité, mais de sujet britannique. Oui. Alors, le deuxième point, c'est, là je reviens sur le statut de Westminster, les royaumes du Commonwealth doivent être consultés en cas de modification de l'ordre de succession au trône britannique. Pour rappel ici, les royaumes du Commonwealth partagent le même souverain que le Royaume-Uni, ce qui explique cette situation. Donc, si maintenant on change l'ordre successorial du trône britannique, ça influence évidemment le trône canadien, australien, néo-zélandais et des autres. Un exemple très récent, c'était l'acte de succession à la couronne de 2013, où que Élisabeth II avait apporté et que le Parlement britannique a validé, mais qui a dû avoir l'approbation des parlements nationaux des différents royaumes du Commonwealth. Donc, concrètement, outre les anciens dominions blancs, il y a aussi le Belize, la Jamaïque et différentes îles à travers les océans dans le monde qui s'expriment aussi pour l'ordre successorial britannique en cas de modification. Donc, dernier point ici, il faut bien garder aussi à l'esprit que les ressortissants d'un pays du Commonwealth n'est pas considéré comme un étranger sur un territoire d'un autre membre du Commonwealth. Exemple, dans le cas britannique, il y a dans la loi qui concerne le droit de la nationalité et de la citoyenneté britannique un statut pour les citoyens du Commonwealth. Ils peuvent avoir le droit de vote, ils sont éligibles pour des fonctions où on peut être élu, et ils peuvent être employés par l'administration publique, notamment dans l'armée, à l'exception évidemment ici des postes où il peut y avoir des sujets sensibles, genre des codes nucléaires ou des choses comme ça. Là, dans ce cas-là, ils ne rentrent pas dedans. Mais dans la fonction publique, dans l'armée, il peut y avoir des Pakistanais, des Hindous, des Jamaïcains, etc., qui ont aussi le droit de vote, que ce soit aux élections locales, législatives et européennes. Ça, c'est un facteur important. Ils peuvent voter aux élections européennes aussi. Voilà, et tout ça pour bien montrer que actuellement encore, le Commonwealth a une influence incontournable sur la vie politique britannique. La politique étrangère britannique, mettant l'accent sur le Commonwealth, quelles furent les raisons qui ont poussé le Royaume-Uni à vouloir intégrer les communautés européennes? Donc ici, au tout départ, lorsque la CECA a été instaurée en 1952, le Royaume-Uni s'y est très peu intéressé. Clairement, elle était encore dans l'idée d'être une grande puissance maritime et coloniale à l'époque, ce qui n'était en fait déjà plus le cas, mais elle n'en avait pas encore pris conscience. Ça viendra 4 ans après. Et du coup, ils s'intègrent entre eux. Nous, on va continuer avec le Commonwealth et les États-Unis. Mais c'est là que 4 ans après, comme je l'ai mentionné, il va y avoir une rupture. Nous sommes à l'époque où Nasser nationalise le canal de Suez. Donc, ça, en gros, il nationalise et tous les intérêts franco-britanniques sont balayés. L'échec de l'intervention. Du coup, en effet, ça entraîne une intervention militaire avec l'aide officieuse de leurs alliés, tout aussi officieux israéliens, qui intervenaient au même moment au Sinaï, ce qui donnait un bon prétexte pour intervenir pour le canal de Suez, soyons honnêtes. Et c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique sont anticolonialistes et anti-impérialistes.
Du coup, les Français et les Britanniques sont obligés de se retirer. Ils ne savent plus agir sans l'accord des deux grands, donc américains et soviétiques. Ça a été un coup dur pour toute l'élite politique britannique. Ils se rendent compte qu'ils ne sont plus une grande puissance. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à regarder leur approche. Ils revoient en effet leur approche de la construction européenne. Ils se disent la décolonisation nous fait perdre des débouchés économiques. Les relations commerciales avec le Commonwealth diminuent. Peut-être qu'il serait intéressant de se rapprocher des communautés européennes pour trouver des nouveaux débouchés commerciaux. Petit rappel, à l'époque, l'intégration européenne est en plein boom. Il y a le début des 30 glorieuses, croissance économique, chômage au plus bas, fin du rationnement. C'était un choix facile à faire à l'époque. Voilà. Du coup, en 1960, le Royaume-Uni se dit on va essayer d'abord de créer une vaste zone de libre-échange avec l'Union européenne, mais sans en faire partie. C'est ce qu'on appellera l'Association européenne de libre-échange. Donc ici, concrètement, c'est le Royaume-Uni qui met en place cette association-là avec le Danemark, la Norvège, la Suisse, le Portugal, l'Autriche et la Suède, en 1960. Et en gros, ça réunit des pays qui ne veulent pas participer à la construction européenne. Concrètement, voilà la situation. Mais les Britanniques souhaitent quand même élargir l'espace de libre-échange à l'Union européenne, ce qui serait dans leur intérêt. C'est un échec. Du coup, en 1961, ils entament les négociations d'adhésion aux communautés européennes. Mais, je vais terminer la question sur ces points-là. Il y a eu 3 tentatives britanniques d'adhésion à l'Union européenne. Les 2 premières furent des échecs. Pourquoi ? La première tentative, le Royaume-Uni veut entrer dans l'Union européenne, mais en maintenant ses liens privilégiés avec les membres du Commonwealth, ce qui n'est pas compatible avec un marché commun européen, vu qu'il y aurait des sortes de chevaux de Troie pour les membres du Commonwealth et les États-Unis, parce que les Britanniques étaient proches des États-Unis. Du coup, à l'époque, la France gaullienne, parce que De Gaulle est au pouvoir, pose un veto. Plus tard, 1967, nouvelle tentative. De Gaulle est toujours là, nouveau veto pour les mêmes raisons. Il a fallu attendre 1969 que De Gaulle sorte de la vie politique pour que le Royaume-Uni fasse une 3e demande, et là, elle entre en 1973 aux côtés de l'Irlande et du Danemark, qui ont leur économie très dépendante de l'économie britannique. Une autre question, en fait, une fois entré dans la famille européenne, pourquoi le Royaume-Uni se positionne contre les ambitions supranationales communautaires de l'Europe? Donc, en effet, la participation, entre guillemets, active des Britanniques à l'intégration européenne, ça a été très court. C'était moins de 6 ans, entre 1973 et 1979. 1979, c'est Thatcher. Thatcher arrive au pouvoir au Royaume-Uni. Donc, Thatcher, pour rappel, c'est le parti conservateur. Depuis Thatcher, tous les membres des partis conservateurs qui arrivent au gouvernement sont en résistance par rapport à l'intégration européenne. Ça sera une ligne de conduite qui perdure jusqu'au Brexit actuellement, d'ailleurs. Alors, il y a 3 raisons à cette résistance eurosceptique. Premièrement, comme mentionné, le Royaume-Uni intègre les communautés européennes pour profiter de leur marché, pour pouvoir écouler ses exportations. Les marchandises que les Britanniques produisent, il faut les exporter dans le marché européen, parce que les relations commerciales avec les membres du Commonwealth diminuent de plus en plus. Du coup, pour garantir le maintien de la croissance économique, il faut de nouveaux débouchés. L'Union européenne, enfin les communautés européennes à l'époque. Donc, d'accord, ils sont dans les communautés européennes, mais maintenant ils veulent juste l'accès au marché, ils ne veulent pas du projet d'intégration européen. Voilà, ils n'en veulent absolument pas. Du coup, il y a eu premièrement, les Britanniques demandent le remboursement de leur contribution financière à la politique agricole commune, la PAC. D'ailleurs, remboursement qui est financé par la France, entre guillemets. Thatcher a dit à ce moment-là, I want
My money back. C'est la grande phrase de l'époque qui reflète bien la mentalité britannique. Ils veulent que leur argent reste en Grande-Bretagne et écouler juste leurs marchandises sur le marché européen. Donc après, ça s'est encore reflété au niveau des négociations avec le traité de Maastricht qui a instauré l'Union européenne, avec la mise en place de la zone euro et le fameux chapitre social du traité de l'Union européenne. Ils ont tout refusé en bloc, ce qui fait qu'il y a eu une Europe à la carte. Donc à la carte, exemple concret, c'est le Royaume-Uni qui, en étant membre de l'Union européenne, ne participe pas à la zone euro, ne participe pas à l'espace Schengen et n'applique pas les législations relatives au chapitre social. Et en plus de tous ces facteurs que vous avez cités, quelles sont les causes les plus immédiates? Mais là, il en reste encore deux. Ah oui, ok. Donc la première cause, pour rappel, donc, ils veulent profiter du marché économique pour écouler leurs marchandises, mais ils ne veulent pas s'intégrer. Parce que c'est contre les intérêts britanniques, hein, clairement. Maintenant, la deuxième raison, c'est, comme mentionné précédemment, le caractère insulaire de l'île. Ici, je reviens donc, la Grande-Bretagne a toujours été intéressée par les affaires outre-Atlantiques, maritimes, coloniales, commerciales, et finalement les affaires coloniales, continentales, excusez-moi, donc européennes, il ne s'y est intéressé juste pour établir l'équilibre des puissances, pour justement pouvoir écouler le marchandise sur le continent européen. Ici, je peux même mentionner l'exemple historique du blocus continental qui a été mis en place par Napoléon. C'est dans ce cas-là que la Grande-Bretagne intervenait jusque-là dans les affaires continentales. Le caractère insulaire de l'île a eu aussi une autre incidence. C'est le fait que il y a un moment, une île, on ne sait pas accueillir autant de personnes quand il y a des booms démographiques. Du coup, il y a une grande émigration durant le XVIIIe et même encore le XIXe siècle vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et dans une moindre mesure d'autres colonies. C'est dans ce cadre-là que se sont mis en place les fameux dominions. C'était des populations d'origine britannique. Donc les liens sont toujours très présents, même encore de nos jours. Et la troisième raison, c'est que c'est plutôt une vision culturelle ici. Le Royaume-Uni est de culture anglo-saxonne et ils voient l'Union européenne comme un monstre bureaucrate et technocrate qui s'impose aux autres États et dicte leur conduite. Mais il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne tient à cœur ce qu'on appelle le libéralisme anglo-saxon. Concrètement, c'est le laisser-faire économique et la liberté politique sans restriction. Voilà les trois raisons qui expliquent le fait que l'euroscepticisme s'est progressivement accru au sein de la population britannique. Et je reviens à la question précédente, après les raisons que vous avez évoquées à l'instant, les trois raisons. Donc, quelles sont les causes les plus immédiates qui ont conduit à la tenue du référendum sur le maintien du Royaume-Uni européen, à l'Union européenne? Donc ici, c'est principalement, comme je l'ai mentionné, une promesse électorale. C'était vraiment électoral. Donc, pour remettre en contexte, en 2013, les conservateurs sont au plus mal. Il y a toute leur aile droite, donc la plus eurosceptique, qui fuite vers le parti très connu eurosceptique UKIP, le parti pour l'indépendance de la Grande-Bretagne, et qui est lui-même en fait issu d'une division du Parti conservateur à l'occasion des débats qui ont entouré le traité de l'Union européenne, qu'on appelle aussi le traité de Maastricht de 1992. Du coup, c'est vraiment pour éviter que tout leur électorat parte à UKIP, sur l'aile droite en tout cas, qu'ils ont dit on maintient, on va poser un référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni pour justement faire revenir cet électorat qui fuitait vers eux. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien en fait encore aborder avec vous cette question très importante. En ce mois d'août 2017, où sommes-nous par rapport au processus de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne? Et si vous pouvez revenir brièvement sur le déroulement du processus de retrait déjà effectué. D'accord. Donc,
Pour rappel, le référendum a eu lieu le 23 juin 2016. Puis il y a eu toute une phase préliminaire au niveau législatif exécutif pour que les négociations sur la sortie se passent au mieux. Ce qui explique le laps de temps entre l'invocation de l'article 50 du traité de l'Union européenne sur la sortie d'un État membre de l'Union européenne, donc, qui n'eut lieu en fait que le 29 mars 2017. Donc entre les deux, la vie politique britannique a été très animée. Oui. Donc dès le 13 juillet 2016, David Cameron démissionne. Il est quasiment immédiatement remplacé par Theresa May et un nouveau gouvernement. Donc, Theresa May devient la Premier ministre de Grande-Bretagne. Il y a David Davis qui devient le secrétaire d'État à la sortie de l'Union européenne. Et il y a Boris Johnson qui devient secrétaire d'État aux affaires étrangères et au Commonwealth. Et aux relations avec le Commonwealth. Le 2 octobre, il y a le fameux congrès du Parti conservateur que tout le monde attendait avec impatience à l'époque, parce que on ne voulait pas commencer les négociations avant ce congrès. Le 24 janvier, là, il y a la Cour suprême du Royaume-Uni qui dit que dans les démarches de sortie, seul le Parlement britannique, donc celui de Westminster, doit être consulté. Et ça nous conduit donc au 29 mars, avec l'invocation de l'article 50. Mais ce n'est pas là que commencent les négociations. Il y a encore le 4 mai, il y a eu des élections locales, où les Britanniques ont eu une victoire absolue en Angleterre et où ils ont progressé de manière très significative au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Puis, fort de ce succès, Theresa May s'est dit je vais pousser pour avoir des élections législatives anticipées. C'est une pratique courante au Royaume-Uni. Dès qu'on voit qu'une situation est favorable, on fait des élections législatives anticipées pour renforcer la position au Parlement. Malheureusement, dans ce cas-ci, malgré leur victoire électorale, ils perdent leur majorité absolue, ce qui entraîne la nécessité de s'allier aux unionistes démocrates nord-irlandais pour former un gouvernement et une majorité au Parlement, afin d'aborder ce Brexit. Alors, pour terminer ce point-là, je dirais qu'il y a des points de vue opposés entre les Britanniques et l'Europe au niveau des priorités. Le Royaume-Uni met la priorité sur les relations futures. Bruxelles met la priorité sur la sortie proprement dite. Du coup, ça lui laisse plus de marge de manœuvre pour la suite à Bruxelles, vu que de toute façon, vous êtes sortis. Vous n'êtes plus dans l'Union européenne, tandis que s'ils sont encore dedans, il peut encore avoir des tractations. Du coup, c'est pour ça que ça traîne un peu en longueur. Mais maintenant que l'article 50 a été invoqué, il y a un délai de 2 ans maximum avant que la sortie soit automatique du Royaume-Uni, de l'Union européenne. Okay. Et au terme des 2 ans qui dureront le processus de retrait, quels peuvent être les différents scénarios concernant le sort des relations euro-britanniques? Donc ici, je retiens 3 scénarios. Le premier, c'est en gros le Royaume-Uni intègre, comme elle l'a été par le passé, l'Association européenne de libre-échange, qu'elle a quittée en adhérant aux communautés européennes à l'époque, et ainsi elle aurait accès à l'espace économique européen. Mais il y a un problème. Si on compare, là il y a 2 sous-scénarios. Soit on prend l'exemple norvégien, où en fait les décisions européennes s'imposeraient au Royaume-Uni, qui n'aurait qu'un pouvoir consultatif, soit on prendrait l'exemple suisse, où en fait c'est plus des négociations bilatérales à la carte, ce qui serait plus intéressant. Mais le scénario norvégien a très peu de chances d'être appliqué parce que Theresa May veut un Brexit dur, tandis que l'exemple suisse est peu applicable parce qu'il y aurait du ressentiment par rapport à l'Union européenne envers les Britanniques qui viendraient de quitter. Deuxième scénario, maintenant, ce serait plutôt comparable au Canada. Donc ce serait des relations bilatérales type CETA, où il y aurait un marché, une zone de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est celui qui a le plus de chances d'être appliqué, même s'il faut voir les modalités concrètes qui sont nombreuses. Et le troisième, c'est l'Europe qui décide de faire un exemple
en faisant une sortie dure et très peu négociable du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce qui ferait en sorte que ce seraient les standards de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliqueraient dans leurs relations bilatérales. Du coup, ça s'en serait fini d'un partenariat ou de relations privilégiées entre Londres et Bruxelles. Après la victoire du Brexit, quel fut l'effet de la victoire de Macron en France? Donc Macron, déjà, il a restauré la confiance et l'espoir auprès de toutes les élites européennes et des pro-européens, évidemment. C'était, on peut relancer le couple franco-allemand, qui est le moteur politique et économique de l'Union européenne actuellement. Rien ne se passe sans ce couple entre Paris et Berlin. Et Macron propose d'ailleurs déjà d'approfondir les compétences de l'Union européenne. Donc l'approfondissement ici est à entendre comme plus d'intégration. Plus d'intégration, notamment au niveau politique et militaire. D'ailleurs, à ce niveau-là, quelques exemples parmi d'autres, c'est la mise en place d'un état-major permanent pour faciliter les relations entre les états-majors nationaux et l'OTAN. Ça peut être le renforcement des polices frontalières de l'Union européenne. C'est un fonds de la défense et l'Europe de la défense. Voilà quelques exemples parmi d'autres. Mais maintenant, il ne faut pas rester dupe. Il y a toujours ceux qui sont sceptiques par rapport à l'Union européenne. Certes, la plupart des personnes reconnaissent que l'Union européenne a quand même des avantages au niveau notamment économique. Mais après, ils sont sceptiques sur plein d'autres points, notamment la liberté de leurs États, la souveraineté nationale, leur liberté d'action. Toutes ces perceptions-là continuent à être véhiculées dans l'opinion publique. Mais justement, ma question allait être justement dans le même sens. Pourquoi les citoyens ne se sont-ils pas impliqués dans l'Union européenne? Donc, avant d'aborder ce point-là, je vais quand même préciser qu'il y a tout un processus qui remonte quand même maintenant à quelques dizaines d'années, qui donne de plus en plus de pouvoir au Parlement européen. Donc, pour rappel, les citoyens européens votent pour le Parlement européen. Et il y a aussi maintenant une place qui est laissée pour les initiatives citoyennes qui récolteraient je crois que c'est 50 000 signatures, je n'ai plus le montant exact, mais un nombre important de signatures pour inciter la Commission européenne à lancer la procédure d'initiative législative. Mais justement, là on y vient. La perception des citoyens, c'est l'Union européenne, c'est bureaucratique et technocratique. Et l'exemple de la Commission européenne et de l'initiative législative est un cas qui leur donne en partie raison, dans le sens que la Commission européenne étant l'organe exécutif qui est technocratique par excellence, a seule la compétence de l'initiative législative. C'est lui qui va maintenant, enfin elle, qui va engendrer toute la procédure législative, et après, une fois qu'elle l'a lancée, c'est un peu comme dans les procédures législatives dans les pays membres, où il y a une chambre haute qui représente les entités constitutives, donc ici c'est le Conseil des ministres, et une chambre basse, le Parlement européen. Donc c'est plus les citoyens, une chambre basse. Selon vous, quelles solutions pourraient être envisagées pour améliorer l'image de l'Union européenne auprès des citoyens? Déjà, on pourrait communiquer plus sur les bénéfices que l'Union européenne a apportés aux citoyens. Or ici, il y en a plusieurs. Il y a la possibilité de circuler dans l'espace économique européen, l'utilisation de la monnaie unique dans la zone euro. Il y a l'existence des normes sanitaires, écologiques et socio-économiques des produits que nous consommons sur le marché européen, qui sont élevées et contraignantes, ce qui empêche dans les trois quarts des cas, les produits chinois avec du plomb de passer, même si parfois il y a des petites exceptions. Ça a aussi la possibilité aux étudiants européens de pouvoir étudier dans d'autres universités européennes avec le programme Erasmus. C'est aussi un environnement pacifique et démocratique. Avant l'Union européenne, l'Europe était ravagée par la guerre quasiment en permanence. Rappelle les deux guerres mondiales, la guerre de 1870, etc. Aussi, dernier point, c'est que les citoyens des États les moins développés parmi les membres de l'Union européenne convergent au niveau des standards socio-économiques vers l'Europe de l'Ouest. Les standards convergent avec les standards ouest-européens.
Et les États eux-mêmes en tirent parti. Donc, il y a l'effet porte-voix. Donc, les membres de l'Union européenne, pour l'instant, il n'y a plus de grandes puissances, malgré certaines perceptions. Il y a des petites puissances et des moyennes puissances. Donc, l'effet porte-voix, il est vraiment présent. L'Union européenne permet aux États de défendre leurs intérêts au niveau international. Et du coup, ça défend aussi leur souveraineté, vu que ça défend leurs intérêts nationaux. Maintenant aussi, c'est que ça permet aux États d'effectuer des économies d'échelle. Exemple, chaque État finançant leur programme séparément engendrerait un gaspillage énorme de ressources financières. Et tout ça, on pourrait communiquer là-dessus par des interventions télévisées, à la radio, faire vraiment une campagne là-dessus, et qui serait accompagnée par, comme Macron le proposait lui-même, des débats démocratiques sur le sujet. Je pense que je vais vous poser une dernière question, parce que nous sommes vraiment presque à terme de notre émission. On va rebondir sur la motion des droits internationaux et de l'ONU, et j'en profite pour aborder le dernier point. Nous avons entendu dire que l'Association pour les Nations Unies s'apprête à lancer une campagne pour le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Participant à la campagne, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Donc, pour commencer, c'est l'Association pour les Nations Unies qui mène la campagne, et l'Association pour les Nations Unies, la PNU, c'est une ASBL belge qui a pour objectif de promouvoir les valeurs, le rôle et les objectifs de l'ONU au sein de la société civile belge. Du coup, actuellement, il y a une campagne de promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est menée auprès des jeunes de 10 à 30 ans. Notamment, l'objectif est de sensibiliser ce public, notamment par un appel à projet qui est dirigé en direction des écoles primaires, secondaires, les hautes écoles, les universités et les associations de jeunesse. Ça peut être les mouvements de jeunesse, les maisons de jeunes, etc. Il y a plusieurs partenaires à la campagne. Là, je vais en citer que quelques-uns. Il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a la région de Bruxelles-Capitale, Oxfam, Amnesty International, RTL-TVI, la RTBF et plein d'autres acteurs privés ou publics. La campagne est d'ailleurs ponctuée par des grands événements, qu'ils soient télévisuels, des conférences, même des conférences de presse, tout simplement, pas juste des conférences avec des intervenants. Et la campagne s'achèvera autour du 10 décembre 2018, qui est en fait le jour du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et actuellement, la politique de sensibilisation est très importante, notamment dans le contexte avec les mesures sécuritaires dans la lutte antiterroriste qui nuit beaucoup aux droits de l'homme. Olivier Lancelot, maître en relations internationales, un gros merci, merci à vous de venir ce soir nous éclairer par rapport à ce sujet qui est très complexe, j'avoue, très difficile à comprendre aussi. Il y a pas mal de jeux. Oui, vous avez essayé de simplifier, mais ça reste quand même un sujet très blindé, très difficile, etc. Mais c'est très bien. Donc je tiens vraiment à vous remercier par rapport à votre intervention de ce jour. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.